Salut tout le monde, je suis Christian Dionne et je vous souhaite la bienvenue au podcast agricole du Québec. Au moment de faire l'enregistrement du podcast, on n'est pas encore full pin dans la saison des sucres. Mais si on regarde les prévisions long terme sur Météo Modia, on va passer de trop froid à trop chaud du jour au lendemain. Mais ils peuvent se tromper, c'est souvent le cas, puis ils sont bons là-dedans. Hey, juste comme ça, j'écoutais un podcast l'autre jour, puis l'animateur m'a salué. J'ai resté pas mal surpris d'entendre mon nom. Je te salue à mon tour, Kalka de nexradio.ca. Et dans la catégorie aussi Le Monde est petit, il y a un de ses deux co-animateurs de son podcast qui est le cousin à Alexandre Couture. Et oui, le même Alex qui fut mon premier invité. Puis j'ai aussi découvert que je n'étais pas le seul à faire des podcasts sur l'agriculture au Québec. J'ai trouvé le Porcast dans l'infolette du Bulletin des agriculteurs. C'est des gars qui parlent de production porcine essentiellement. J'ai texté avec l'un de ces deux animateurs, puis j'y ai lancé l'invitation pour venir, pour venir me jaser dans les podcasts agricoles du Québec. Donc, cette semaine, sans plus attendre, je suis rendu à vous présenter mon invité de la semaine, Mathieu Faneuf de la compagnie Agrilogue. Bonjour Mathieu. Bonjour Christian, ça va bien? Oui, très bien, toi. Super. Hey Mathieu, j'aimerais ça que tu vas nous parler de toi, un peu de tes études, ton cheminement en tant qu'ingénieur, puis ensuite de ça, qu'est-ce qui t'a amené à créer la compagnie Agrilogue? C'est une très bonne question. Je suis rendu où ce que je suis rendu aujourd'hui sans trop avoir planifié ça, si on veut. La vie, souvent, nous porte, puis va nous amener en quelque part, puis c'est la beauté de la chose. Si on est Oui. trop fixé sur une idée, souvent, on peut passer à côté d'opportunités. Fait que, écoute, moi, j'ai fait mes études, le cégep en génie électrique à l'époque, puis ça s'est donné que quand j'ai terminé mes études, le marché n'était pas très favorable. Fait que, de fil en aiguille, j'ai poursuivi. J'ai fait mon cégep, après ça, j'ai été au DEP. Finalement, en finissant mon cours, il y avait une opportunité qui s'est ouverte à moi chez Siri à Contrecoeur. Donc, il y a une grosse usine où ils font de l'ensachage, des big bags, là, des demi-tonnes puis des tonnes. Puis ils avaient construit ce plan-là pour approvisionner quand même une bonne partie du Québec. Il y a beaucoup d'ensachage qui est fait là. Fait que j'ai travaillé là. Puis ensuite, en aiguille, j'ai été travailler chez ABB. À l'époque, ABB cherchait des candidats, puis était en forte en croissance, si on veut, au niveau des transformateurs de puissance. OK. Parce que Fait que je suis passé de... ABB, c'est une grosse compagnie quand même, là. Je pense que les moteurs Baldor, ça appartient à ABB, entre autres. Je travaillais chez eux quand ça a été acheté par RBB. OK, OK. Fait que, oui, c'était une grosse annonce. Ils ont fait, ça a été quand même assez particulier. Là, on est rentré au bureau, puis là, il y avait comme un meeting, ils nous ont convoqués, là, c'était genre à 10, 11 heures le matin. Fait qu'il y avait comme une annonce officielle. C'était très officieux, là. Ils ont fait une annonce comme quoi qu'ils achetaient Baldor. Puis, ils ont acheté aussi d'autres compagnies cette même année-là, dont Thomas Best. Fait que la compagnie, elle a acheté pour 4 milliards cette année-là d'entreprise. Puis plus, bon, fait que c'est ça. Fait que en une année, ils ont acheté quatre compagnies, je pense. Puis l'année d'après, ils continuent d'en acheter d'autres. Fait que c'est une très grosse entreprise. Ils sont très forts, tout ce qui est électricité de puissance, en automatisation, robotique. Puis dans les dernières années, ils ont mis l'accent sur l'intelligence artificielle, la robotique. Ils voient une opportunité dans ce secteur-là. Si on est en contact avec ces milieux-là, on connaît très bien ABB, sinon le grand public moins familier, les producteurs peuvent être plus familiers à ABB parce qu'il y a des composantes justement là, électriques, les contacteurs, tout ça. Fait que si vous avez un plan, des élévateurs, tout ça, il y a du Schneider, du ABB, Allen Bradley et compagnie. Fait que, OK, oui. travaillé pour eux. Ils sont dans 140 pays, puis à l'époque, je pense qu'ils engageaient plus de 140 000 personnes à travers le monde. Fait que c'était très enrichissant.
Puis bon, à Varennes, où ils font les transformateurs de puissance. Pour les centrales, les postes électriques. Moi, je travaillais là, puis mon rôle, c'était d'aller en chantier faire l'installation des équipements. Fait que j'ai visité la baie James. OK. J'ai été voir Manic 2, Manic 5, LG2. J'ai été voir, il y avait qui construisait là, Eastmain. Donc, le projet Eastmain, c'est que j'ai été sur ce chantier-là. OK. J'ai été aussi là, au Labrador, là, à Churchill Falls. Oui. Avec la fameuse centrale qui sont avec Hydro-Québec. Là. C'est pas la centrale Muskrat, on a fait de même? Le Rodo? Ben, j'étais quand il y a une petite. Fait que j'ai vu la chute, si on veut, Muskrat avant qu'il fasse des travaux. OK. Fait que mais c'est vraiment au milieu de nulle part. Là. Fait que Churchill Falls, si vous regardez sur Google Maps, c'est entre Fermont puis Goose Bay. Tu prends l'avion, tu arrives plus loin de Fermont. T'as Shefferville. L'aéroport là, puis là. Puis t'as Labrador City dans ce coin-là. Ouais, Lab City, c'est ça. OK. Fait que t'arrives à Lab City, l'aéroport est à Lab City. Puis tu prends ton pick-up, là, tu fais 1h30 de route. Puis la monnaie, t'arrives à une petite ville, il y a 300 personnes, puis il y a une centrale en dessous de la terre. Là. Ils ont fait une centrale de super. Fait que, j'étais là, j'ai visité bien des places. Fait que c'était quand même assez impressionnant. Puis j'ai beaucoup amené ce contact avec l'ingénierie, puis les projets d'envergure. Aujourd'hui, bon, tu arrives chez vous, tu allumes tes lumières, tu rentres chez vous, il fait chaud, il fait beau, tout est magique, là, mais il y a du monde qui ont travaillé là-bas pour bâtir ces centrales-là. Oui, ben quand tu vois la patente, là, tu fais comme, mon Dieu, que ce qu'ils ont fait, c'est tellement gros, c'est démesuré. Là. Fait que c'est assez impressionnant, puis c'est pas le travail d'une personne. Là. Moi, ce qui m'impressionne là-dedans aussi, j'étais allé au barrage Gouin quelques fois dans ma vie. C'est un barrage qui était bâti, je pense, au début des années 1900. Et ils ont bâti ça, là. Ils ont dit, ils ont tout fait une job d'arpentage dans le bois, à mitaine, là. Il n'y a pas de GPS dans ce temps-là, là. Puis pour savoir déterminer où mettre le barrage, puis qu'est-ce que c'était pour inonder, c'est impressionnant, là, ce qu'ils ont fait avec les peu de moyens qu'il y avait comparativement aujourd'hui, là. Aujourd'hui, au milieu de nulle part, là. Vraiment au milieu de nulle part. Aujourd'hui, on a des technologies, les choses sont faciles à faire. Puis là, tu essaies de dire, OK, mais si j'ai pas cet outil-là, je fais ça comment? Là? Puis, tu sais, les lignes électriques, là, quand tu voyages du haut des airs, puis tu vois les lignes électriques, mais ils datent ces lignes-là, là, c'est pas d'hier, là, mais ça s'en va droit comme une flèche, puis ça se rend du point A au point B. Fais juste regarder les lignes de l'eau ou les lignes seigneuriales. C'est droit comme une flèche, là. C'est ça. Puis encore là, il y avait encore moins de moyens dans ce temps-là. Manic 5, ils ont bâti Manic 5, c'est des années 60, je ne me trompe pas. Mais tu sais, Manic 5, il faut le voir pour le croire. Tu arrives par la route, là, tu fais comme genre 2 petites montagnes, puis il y a un mur entre les deux, tu fais comme, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est gros, puis t'es loin. Là, quand t'arrives, t'es en dessous, tu relèves la tête, puis tu vois ça, tu fais comme, OK, genre, ça n'a juste pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est tellement gros. Puis quand t'es en haut, tu regardes en bas, puis tu regardes en arrière de toi, puis tu vois le mur d'eau qui est là, tu fais comme, il y a du jus, là. Oh oui. C'est quelque chose, là. Puis, tu sais, c'est le travail de nos aïeuls là, qui ont fait ça, puis c'est comme, OK, il y en a qui se sont grattés à la tête, puis ils ont travaillé fort. Aujourd'hui, on bénéficie de tout ça. Puis ça m'a donné le goût d'aller un peu plus loin, là, de retourner aux études, puis de faire mon cours en ingénierie. Tu n'étais pas encore ingénieur quand tu étais chez ABB, c'est ça, non? Non, j'étais technicien, mais j'ai fait mon cégep. OK. Puis là, quand j'ai fait mon cours d'électricien, là. Puis là, quand ils ont vu mon CV, ils ont dit, ouais, t'as déjà installé les transfos? Je fais comme, un transfo. C'était à l'école. Les autres, ils ont accroché là-dessus, puis ça m'a permis de passer en entrevue. Fait que,
Fait que là, en tout cas, j'en ai, puis finalement, ben, ils m'ont pris, puis là, ils m'ont montré un peu, genre, OK, c'était quoi la job là, de responsable à l'installation des transfos, puis une couple de semaines après, mon boss il arrive avec un post-it puis des coordonnées GPS. Bon, ben, tu t'en vas là, faut que tu sois là dans 2 jours. OK, c'est où? Je sais pas. Il donne les coordonnées. Fait que là, tu regardes Google Maps. Je dis, ah, OK, c'est là. Bon, c'est proche de où? OK. Tu réserves un hôtel, tu prends des billets d'avion, tu prends ta valise, puis go. Juste des points GPS. Ouais, ça a été. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, tu fais comme, ben là, je peux pas t'aider. Arrange-toi. OK. Fait que le numéro de la job, tu sais quel transformateur s'en va à telle place. Fait que tu ouvres les documents, tu regardes, OK, c'est quel équipement, j'ai besoin de quoi pour faire ça, puis tu prépares tes affaires, puis après ça, ben, tu regardes sur Google Maps, puis Google, à cette heure, c'est ton meilleur ami, hein, fait que avec des coordonnées, ben, tu es capable de tracer ton chemin, puis un coup, t'es rendu dans le char, tu te dis, OK, je m'en vais là, puis il t'amène. Fait que, bon. ça se fait bien. Fait que j'ai voyagé pas mal. Ça a été une belle job là, pour être justement en contact avec des projets d'envergure, l'ingénierie. J'ai bien aimé ça. Fait que par après, j'ai fait ça dans un bout. Puis j'ai voulu passer à autre chose. Puis je suis retourné aux études en ingénierie. Je ne pensais pas faire le cheminement que j'ai fait à l'université non plus. Là. Fait que le côté électrique, puis à cause de ABB, ça m'intéressait. Finalement, en faisant mes cours, j'ai opté plus pour côté électronique informatique. OK. Fait que, qui m'a amené vers tout ce qui on parle souvent de l'Internet des objets, l'IoT, les objets connectés. Puis, fait que dans le fond, quand on parle d'IoT, c'est OK, bon, ton frigidaire qui est connecté à Internet, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi que tu ramènes sur Internet. Puis, ben, la beauté de la chose, c'est l'information et le contrôle à distance que tu peux en faire. Finalement, bon, aujourd'hui, Agrilog, c'est un peu ça. C'est d'amener cette technologie-là au service de l'agriculture, d'être capable de collecter de l'information sur le site. Face à cette donnée-là, ben, on peut, à distance, surveiller que tout va bien. S'il y a une anomalie, ben, on peut prendre action. Fait que, si on met des capteurs sur le silo, puis on voit que il y a l'humidité, il y a du CO2, fait qu'il y a une fermentation qui a lieu, ben, mon grain est en train de chauffer, ben là, il faut faire quelque chose. OK. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça aussi qu'on a vu récemment chez certains producteurs. Là. Puis il y avait un début de quelque chose. Finalement, j'ai averti le producteur, il est allé voir. Il y avait l'équivalent d'un petit ballon de grain qui avait chauffé. C'était du soya. Puis finalement, ben, c'est ça, l'eau s'était infiltrée par la prise de toit. Ça l'a fait chauffer le grain. Ben, ça l'a fait moisir. Oui. Surtout qu'il y a une activité biologique, il y a du CO2. Fait que là, on l'a vu. Ben, il est allé avec sa petite chaudière, il a ramassé ça. Il a patché à la prise, puis il n'y a rien d'arrivé de dramatique. C'est de il y a 2 semaines. Okay. Là, tu veux pas qu'il arrive rien, mais là on l'a vu. Okay. Mais avant d'arriver là, pour nous expliquer un peu comment tu as abouti à créer Agrilog puis les systèmes automatisés pour les femmes de silo à grains. Il faut qu'on retourne à l'université. OK. Parce que là, sur la fin du parcours, moi, j'ai été à l'ETS, c'est un programme coop, il y a des stages, puis à la fin de ton bac, il faut que tu fasses un projet d'ingénierie. Bon, c'est plus à voler à teneur et formative, si on veut. Fait que là, tu es en équipe, tu es environ 4 personnes, tu vas travailler sur une problématique, puis tu vas faire justement cette ingénierie-là de poser des questions aux clients, c'est quoi ton enjeu, c'est quoi que tu aimerais faire, etc. Puis là, d'arriver avec une solution, une proposition. Okay. Fait que, dans le fond,
moi, au lieu de faire de m'inscrire dans un projet qui est proposé, je me suis dit, ben, OK, ben, moi, je vais proposer le projet. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris contact avec des gens que je connaissais en agriculture. Je suis allé rencontrer Gauthier, de la ferme Clovis Gauthier. Oui. Puis là, j'ai ouvert la discussion avec lui. OK, est-ce qu'il y aurait des enjeux sur ta ferme que tu aimerais résoudre? Puis là, de fil en aiguille, on est arrivé justement au silo à grains. Il dit, ben, j'ai plusieurs silos chez nous. J'ai mon stock à moi, puis j'ai aussi du stock de mes voisins. Ouais, il entrepose pour d'autres personnes. Puis là, il dit, moi, j'ai mon stock, là, s'il arrive de quoi, ben, c'est de ma faute, mais il dit, si mon voisin, il vient son stock, puis je l'ai parce qu'il a chauffé, je l'ai perdu, ben là, moi, il faut que je paye. Là. Il est venu porter 100 tonnes, ben, il veut son 100 tonnes, il faut que je le redonne. C'est ça. Il voulait pas avoir, il voulait sécuriser son entreposage puis éviter d'avoir des soucis. Fait que là, de fil en aiguille, on a regardé ça, c'est quoi les solutions possibles, c'est quoi que sur le marché, est-ce qu'on est capable de proposer quelque chose, une alternative aux solutions qui sont sur le marché, mais qui ne faisaient pas son bonheur. Bon, il y a des belles solutions sur le marché, il y en a que principalement, on voit ça, c'est dans l'Ouest aux États-Unis, puis les fermes sont d'une certaine taille. Puis les équipements, ben, ils sont quand même pas donnés. Puis là, quand tu regardes les fermes au Québec qui sont un peu plus petites, ben, au pro ratio, le coût et la grosseur du silo, ben, ça fait comme pas de sens. OK. Fait qu'on a fait, on a fait une genre de petit un prototype. On a fait un premier prototype, on a présenté ça aux producteurs, à Dominique, puis d'autres producteurs. Puis, il était bien intéressé à aller plus loin. Fait que de fil en aiguille, on est arrivé avec une proposition 1, 2, 3. Puis là, ben, l'année passée, on est arrivé avec la version du Silog là, qu'on a installé chez toi, Oui. qui est vraiment là, la version industrielle, commerciale. Que là, on est parti d'un prototype, puis on est vraiment arrivé avec un produit concret pour les producteurs. La première fois que je t'ai rencontré au Salon de l'agriculture, janvier 2019, je crois, tu avais ton Silog à 6 000 $ dans ce temps-là. Est-ce que c'était ton prototype? C'était une force d'avancée, si on veut, du prototype. C'est pas la version finale aujourd'hui. Non. Puis, ce qu'on a essayé de faire, ben, tu sais, quand tu achètes, tu as un projet. Bon, il va y avoir des composantes. Tu achètes un produit, mais après ça, il faut que tu l'installes. Ouais. Là, ben, tu prends une boîte, tu l'accroches au mur, l'électricien vient, il faut qu'il la raccorde. Puis là, ben, il y a l'électricien, il y a le câblage, la mise en route et tout et tout. Fait que c'est pas juste la boîte, mais c'est toute la patente au complet. Si tu achètes un séchoir, tu fais rien avec ton séchoir. Ça te prend un plan de grain. Ouais. Une réserve, un élévateur, des vis, des convoyeurs, un séchoir, les cellules d'entreposage, des refroidisseurs des fois. C'est vraiment, il faut que tu regardes l'ensemble. Là, c'est ce qu'on avait essayé de faire, c'est de regarder l'ensemble, d'arriver à quelque chose qui était intéressant économiquement. Fait qu'on avait fait le produit pour que ça soit un kit qu'on installe sur chaque silo. Peu importe, au lieu d'arriver une boîte pour plein de silos, ben, c'est une boîte par silo. Fait que les systèmes se parlaient de façon sans fil. OK. Donc, j'accroche ma boîte, j'accroche la deuxième, j'ai un bout de fil entre le ventilateur et la boîte pour limiter le câblage puis le temps d'installation. Mais en faisant ça, il y avait quand même un certain coût. Puis là, pour qu'on arrive avec un modèle économique puis une entreprise qui est viable, ben, il fallait vendre ça 6 000 $ par silo. Ouais. Là, on avait un système qui était fait plus maison, si on veut, qu'on fait de A à Z. Mais là, toutes les étapes de construire le produit faisaient que c'était long et coûteux. Aujourd'hui, on est arrivé on utilise des composantes industrielles qui existent, on assemble tout ça. Fait qu'on bâtit pas un char. Là. On construit un char, puis après ça, ben,
on met un programme dans l'auto. Bon, oui. Tu l'assembles. C'est ça. On l'assemble. De un, au niveau réglementaire et certification, c'est beaucoup plus léger. L'assemblage, puis d'avoir les pièces aussi, c'est beaucoup plus facile. Fait que ça le réduit les coûts. Puis nous autres, on s'est concentré sur la partie logicielle. Puis l'aspect, tout ce qui est serveur, routeur, toute la télécom, c'est beaucoup du logiciel. Fait que là, on a travaillé plus là-dessus que sur le matériel. C'est ce qui nous a permis d'arriver, de vraiment casser les prix encore, puis d'arriver avec une solution plus accessible. En même temps, les pièces qu'on a trouvées nous permettent d'être quand même modulaires. Fait qu'on peut s'adapter à peu près à tous les types de fermes, petites, moyens, grands, un plant de grain, un industriel ou une ferme. Après ça, là, cette année, on travaille pas juste au niveau de la ventilation, mais aussi des silos séchoirs. OK. Ouais, ça, c'est un nouveau projet, là, je pense. Oui. Fait que, tu sais, on est. Mettons qu'on avait fait 90 de la run, là, et le 10 il faut qu'on aille chercher 2-3 petites affaires de plus, puis de la mettre en place. Fait que le gros de la job, mais c'était pas mal tout fait. Fait que, ce qui nous permet d'élargir un peu plus notre offre pour avoir vraiment quelque chose de complet. Fait que, tu as un silo séchoir avec quelques cellules d'entreposage. On met un boîtier, on connecte tout ça ensemble, puis tout est informatique. OK. Fait que cette année, on peut faire ça de plus. Puis ton silo séchoir, au juste, c'est quoi que tu mets dedans pour qu'il contrôle le feu, contrôle la température? C'est quoi qu'il va faire un peu? On peut pas partir le feu à distance. Okay. Mais on peut surveiller l'opération, puis on peut contrôler certaines affaires, comme le ventilateur. Fait que, au début, tu vas démarrer, tu vas remplir ton silo, tu vas partir ta batch. Fait que tu pars ton ventilateur, tu pars ton feu, c'est parti. Un coup, c'est parti, le système le sait, puis on le suit. Là, si jamais, mettons, le feu il déclenche la nuit parce qu'il fait comme bien fret, puis il y a des safety là-dessus. Là. Fait que quand ça vient trop froid, le système déclenche. OK. Je me trompe pas, c'est genre à -10. Là, fait que si le feu débarque, puis le ventilateur n'arrête pas, là, tu vas tout descendre ta température. Puis là, le lendemain, il faut que tu repars toute la patente. Mais là, tu viens de brûler du gaz puis perdre de l'énergie énormément. Oui, il faut tout que tu réchauffes ta batch. Là. C'est ça. Fait que là, ça vient de te coûter cher là, pour rien. Fait que là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on suit le feu. Puis s'il arrête pendant un certain temps, on est capable de savoir qu'il y a un problème. Puis là, on envoie une alerte. Bon, puis si c'est de la nuit, on arrête tout ça. OK. On envoie l'alerte, on arrête le ventilateur pour ne pas perdre la chaleur. OK. Fait que lui, il ne pourra pas, mettons, une fois que le feu est parti, il ne contrôlera pas la température du feu. Non. OK, c'est beau. Tu sais que tu vas faire une supervision. Fait que, dans le fond, tu t'achètes un employé. Fait que un employé qui check ça à temps plein. Fait qu'au lieu de tu sois à côté, tu vas te coucher. S'il y a de quoi, le système te le dit. OK. Fait que là, tu achètes des heures de sommeil, c'est bon, ça. Non, parce que c'est déjà arrivé, on en a un silo séchoir, puis le feu arrête durant la nuit, puis tu arrives le lendemain matin, si l'eau ne boucane pas, puis là, la fan, elle continue de fonctionner pareil. Là. Ouais. Tout le maïs est froid. Fait que repart le feu, tu sais, ou repart le feu, réchauffe tout ça. C'est beaucoup de gaspille. Là. Exact. Fait que, il y a ça qu'on peut faire. Le grain, quand il est humide, il est pas mal plus rugueux. Là, il a tendance à faire quand tu donnes ton grain, il va comme faire une grosse butte. Là, puis quand il sèche, il devient plus coulant. Là, le pic va être moins prononcé. Ce que ça fait aussi, c'est que l'air, plus que le grain est humide, il y a plus de difficulté à passer à travers. Fait que ta pression statique, tu as une drop de pression statique quand ta batch a fini. Là, quand tu vois ta drop de pression, tu peux savoir que ta batch se termine. Là. OK. Fait que là, on va surveiller la pression statique, la température du feu, puis si le feu fonctionne bien. Fait que si jamais il y a ces paramètres-là qui nous indiquent qu'il y a un problème, on avertit le producteur. Si la pression a drop, rendu à un certain niveau, la batch est terminée. Christian va checker tes affaires, ça devrait être bon. Là, tu fais tes échantillons. Mon humidité est bonne, c'est bon, j'arrête tout ça. Ouais.
Moi, le après l'eau séchoir, c'est pas la fan puis le feu qui m'inquiète. C'est le styro en l'air. Ouais, ça, c'est. On regarde ça avec les fournisseurs d'équipement, là, parce que il va falloir voir comment on pourra aller superviser ça, surveiller ça. La fan, quand il débarque, ben, le contacteur, il déclenche, fait que tu as un signal qui te le dit. Là, tu peux pas vraiment faire ça. Puis, il y en a, bon, dépendamment de quel système que tu as, il y en a qui ont comme une bourde de sûreté. Fait que s'il y a de quoi, la boîte à top, mais le moteur, il continue à virer, mais le système ne veille plus. Fait que là, OK. il faut comme tu ailles mettre des sensors. Après ça, mettre des sensors, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu t'assures que ça marche tout le temps, puis pas une fois sur deux. Là. Parce que ça ne Fait travaille que, pas dans les belles conditions, un styroï. non, Ça travaille dans la grosse humidité. l'environnement. Là. Bah, c'est ça. Fait que, tu sais, si tu mets quelque chose de délicat à cette place-là, ben, ça se peut que ça ne marche pas. Là, Ouais, puis ça va te reprendre un autre. Parce que lui, il tourne en rond. Fait que là, il y a des contacteurs avec des petits straps puis une clip qui embarque par-dessus pour qu'il y ait tout le temps un contact qui se fait pendant que ça tourne en rond. Fait que là, il faut que tu rajoutes un deuxième kit de même pour mettre ton système de surveillance dessus, pour tes sensors ou quoi que ce soit. Fait que là, c'est ça. Fait que, des fois, c'est là que faut. En ingénierie, la première fois qu'ils t'apprennent, c'est la loi de Pareto. La loi Okay? de Pareto. Pareto. C'est 80-20. Puis ça, c'est universel dans tout. Si tu as un projet, tu as 20% de tes activités qui valent 80% de ton projet. OK. Si tu as une entreprise, tu vas faire 20. Aujourd'hui, tu as fait 20%. Sur 100 actions, tu en as fait 20 qui vont t'amener 80% de tes résultats. Il y a 20% de choses qu'on fait qui sont bien importantes. Le reste, c'est toujours futile et pas pertinent. OK. OK? Il y a quelqu'un qui passe à ton bureau, qui dit quelque chose, quelqu'un qui t'appelle, ta femme elle t'appelle, ah, tu prends le lait? Ah, excuse-moi chérie, mais ça mène pas du beurre sur la table. Ça mène du lait. Ça mène pas du beurre. Fait que quand tu fais quelque chose, tu essaies de faire des actions qui sont vraiment importantes, qui amènent beaucoup de valeur, puis le reste, c'est du superflu. Ça vaut, c'est le fun, mais ça ramène rien à personne. Si tu dépenses 80% de ton énergie pour aller chercher 20% d'amélioration, ben, tu brûles beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Fait que, des fois, c'est ça. Si on va trouver la façon vraiment de savoir que le Stairway fonctionne, mais que c'est tellement compliqué, plus c'est compliqué, plus ça coûte cher, Ouais. ben ça vaut rien. Fait que, au final, c'est ça. Une Ferrari, c'est bien beau, mais si tu as besoin d'acheter une Ferrari pour aller chercher une pinte de lait, je pense que c'est pas le meilleur deal de ta vie. Puis, dans l'agriculture, ben, c'est un peu ça. Là. Maintenant, on a bien des affaires à faire, du taponnage, pas que ça à faire. Fait que c'est toujours de faire de quoi qui est simple, qui fonctionne, qui marche bien, puis qui amène des résultats. Juste de mettre ça en pratique, là, que ce soit au niveau personnel, en affaires, au travail, ça peut changer bien des affaires. Nous autres, pour avoir du succès, chez Agrilog, ben, il faut que 20% de ce qu'on fait amène 80% de résultats. Du moins, il faut focusser sur les affaires, les petites choses qui ont vraiment de l'importance. Le reste, c'est pas utile. Si je te fais une application puis qu'il y a bien des cossins mais que tu les utilises pas, ben, j'ai tout fait ça pour rien. Non, c'est ça. À Apple, c'est un peu. Steve Jobs, il avait un peu une obsession pour ça, là, de l'expérience usagée. C'est pas un téléphone, c'est une expérience. Tu prends ton téléphone, c'est convivial, c'est simple, c'est intuitif. Les enfants, tu leur donnes ton téléphone, puis il sait comment ça marche. Là. Donc, Oui, tu lui donnes un cours. Là. Fait que, mais c'est le summum de l'expérience que tu peux pas apporter. Si tu le donnes à un enfant, puis il sait comment ça marche, puis si tu le donnes à ta grand-mère, puis elle sait comment ça marche, tu as réussi. Ouais. C'est les genres de petits détails qui vont faire en sorte qu'ils vont tout faire la différence. C'est bien important, cette approche-là, d'amener des choses qui sont utiles, qui amènent des résultats, que les utilisateurs de la plateforme, ben, ils vont dessus, ils voient ce qu'ils veulent voir, ils savent quoi faire, comment prendre action, ils prennent action, puis ils retournent à leur job. C'est l'application Agrilog, là, c'est que tu te logs dessus, tu passes 30 secondes, puis tu te délogues. C'est ça
la beauté de l'application, c'est que tu t'en vas là, tu as ce que tu veux, tu t'en vas. Météo Média, tu logs dessus, il fait combien, il fait chaud, il fait frais, c'est humide, blablabla, tu passes à d'autres choses. Tu passes pas ta journée là-dessus. Non, C'est mais l'objectif. quand que je mettais du soya l'automne passé, je l'ai bien aimé l'application Agrilog pour ça, parce que là, ça me donne la température, l'humidité relative chez nous. Oui, Puis, je t'en avais parlé de ça, Mathieu. Le soir, quand le soleil se couche, puis que l'humidité relative tombe en haut de 70-75, c'est là que ça se met à gronder dans la batteuse. C'est pas bien long que ça arrête après ça. ouais. Ou, en fonction de tes graphiques, quand l'humidité relative puis la ligne, il faut que vous soyez abonné sur son site là, pour le voir, la ligne de température et d'humidité relative, quand ils se croisent, là, la batteuse part. Puis quand ils se recroisent dans l'autre sens, quand la température baisse et que l'humidité elle monte, les batteuses arrêtent. Je m'étais rendu compte de ça avec ton application l'année passée. Des fois, de voir des chiffres, ça ne dit rien, mais quand tu vas faire un graphique ou tu trouves une façon de les exprimer qui permettent de faire des relations, des fois, c'est là que ça devient quand même assez intéressant. Puis là, regarde, tu as vu justement quand que les données se croisent, ben là, tu as remarqué qu'il se passait, il y a un effet qui se passait au niveau de la batteuse. Ben, c'est ça. Quand l'humidité elle descend et que la température augmente, là, le rosé à part, là, on peut commencer à battre. Mais quand le soir, la température drop et que l'humidité elle monte, les batteuses arrêtent tout de suite. C'est ça. Tu sais, d'une journée à l'autre, c'est jamais pareil, mais là, tu le vois venir. Ah, ben là, on va arrêter dans pas long. Ouais, c'est ça. C'était arrivé une fois, ça se mettait à gronder, je regarde sur l'application, il commençait à être humide, fait que j'ai arrêté ça. Mais il y en a qui ont continué, puis après ça, le vent s'est levé. Le vent s'est levé, puis l'humidité a baissé. Fait qu'il y a des batteuses qui ont viré toute la nuit. Ça a décollé, ouais. Ah, puis je pense que c'est un peu cette fois. Je pense que cette fois-là aussi, je pense que c'est toi qui m'avais appelé. Il dit Ah, Mathieu, les fans virent encore. On a regardé dans l'application. Il était 10 heures le soir, mais les conditions étaient adéquates. Il faisait chaud, il ventait fort, puis c'est bon. Finalement, le système a viré jusqu'à 1 heure du matin. Après ça, Ouais, ça a arrêté tout ben, seul. oui, ou encore, je t'avais pas appelé, mais j'étais couché, la fenêtre de la maison était ouverte. La fenêtre de ma chambre, je veux dire, qu'elle était ouverte, puis à un moment donné, coudonc, j'ai-tu une fan qui vient de partir? Il était à peut-être 4 heures du matin, puis la fan a parti à 4 heures du matin. 4 heures, 4h30 du matin. Je me suis levé, j'étais allé l'arrêter parce que je trouvais qu'elle menait du vacarme pas mal. Ouais, dehors, la fenêtre ouverte, là, ça roule. Mais vois-tu, tantôt, je parlais d'expérience client, là, expérience usager. Bon, là, en parlant de façon rapprochée avec les producteurs, bon, toi, un usager, tu me mentionnes quelque chose, ça me permet de savoir, écoute, Christian, là, quand ça part à 4 heures du matin, ça le fait chier. On va s'arranger pour pas qu'elle parte. Mais ça, il y a juste en te parlant et en étant dans ta vie de tous les jours que je peux le savoir. Ouais. C'est Puis d'être proche aussi. j'ai pas eu besoin de sortir de la maison pour l'arrêter, là. Je me suis logué Ah, sur ça, c'est... AgriLog, puis j'ai mis la fan à off, puis j'ai déposé le téléphone, puis je suis retourné me recoucher. Ici, en pince sur le piton. Fait que, non, c'est ça. Puis, c'est ce que je voyais aussi, bon, quand je faisais mes études, là, l'Internet des objets, ça faisait quand même longtemps qu'il en parlait. Mais là, le marché, pas le marché, mais le développement de la technologie venait à maturité. Puis c'est là qu'il y avait un momentum que justement, là, les compagnies commencent industriellement à l'incorporer dans les solutions. Moi, j'ai fini mes études. Chercher un projet, l'agriculture, la technologie en ce moment est rendue plus abordable, est accessible. Les gros industriels font des solutions pour les blocs Lego. Là, fait que toi, tu prends tes blocs, tu assembles, puis tu fais Ouais. tu fais ce que tu veux pour le mettre en application, puis tu arrives à des solutions nouvelles qui nous permettent d'aller plus loin. Puis tu sais, ce que je vois d'intéressant aussi là-dedans, c'est d'être capable d'amener la science des grains chez les producteurs, sur le terrain. Tu sais, il y a plein de recherches. Là. Moi, à Agrilog, il y a de la documentation. J'en ai une bibliothèque complète. Là. Tu sais, des projets de recherche, il y en a eu. Là. Oui. Mais c'est pas appliqué. Pourquoi? Parce que, genre,
Tu ne passeras pas la journée à côté de ta fan à attendre à partir pour l'arrêter, là, pour suivre un genre, mais tu fais ça comme ça, c'est mieux. Ben ouais, mais j'ai pas rien que ça à faire. Là. Ben non, Fait c'est que, ça. là, on est capable d'appliquer des principes qu'autrement, on ne pouvait pas le faire avant. Tout ce qui est les courbes d'équilibre, c'est bien beau tout ça, mais l'appliquer, c'est pas évident. Là, si tu l'automatises, ben, la machine n'a rien que ça à faire. Elle regarde la météo, ben, elle attend. Ah, c'est bon, ça part. Fait que là, on amène la science chez le producteur sur la ferme. Ah Ça, non, c'est, mais juste pour réchauffer le grain, t'en as déjà parlé un peu de ça. Le meilleur moment, c'est pas mal dans le temps des sucres, où ce que là, bon, les températures sont pas trop chaudes d'habitude. Mais moi, je me cours partout, puis là, ça allait arrêter puis repartir les fans. Il me semble que j'ai pas rien que ça à faire, là. ben, c'est pas rien que ça à faire, puis c'est pas le fun, là. C'est d'aucun intérêt. Non, puis il faut que tu suives la météo. Fait que là, le système agrilogue, il le fait à ma place, là. C'est ça. Fait que, puis, tu sais, les périodes les plus critiques, ben, c'est au printemps, puis à l'automne. À l'automne, t'es dans la batteuse. Ah là, il faudrait que j'aille partir ma. Moi, j'étais à l'autre bout du champ dans la batteuse. J'ai pas rien que ça à faire, là. Puis au printemps, ben là, il y a les sucres, ben, il faut préparer la machinerie, puis des fois, surtout au printemps, je trouve que les journées sont très changeantes, là. Fait que dans la même journée, ça peut changer assez vite. Et avec un système comme ça qui est connecté, ben, t'as pas besoin de te suivre. C'est un employé que tu as à temps plein qui s'occupe de tes affaires. Là. Exactement. Exactement. On a essayé de répondre aux enjeux que Dominique avait amenés initialement, qui est, bon, au niveau de la sécurité. Il voulait sécuriser ses revenus. Puis, là, en ce moment, bon, il y a une subvention au MAPAC là, que les gens peuvent déposer des projets qui leur permettent de sauver du temps. Fait que tout ce qui est automatisation, les gens peuvent déposer des projets pour un gain de temps. Puis quand on fait l'exercice pour justement là, expliquer le projet, puis qu'on montre, bon, je pose des questions au cultivateur, je leur dis, OK, tu as combien de silos, tu cultives quoi, tu en poses combien, mais finalement, quand tu regardes le chiffre en bas, c'est pas des petits chiffres, là. Oh oui. Il y en a des pièces, là. Oh oui, pas Là, mal. là, moi, je réponds aux questions, là, je fais rien que mettre les chiffres, là, on regarde ça à la fin, en bas, 600 000, 800 000, 1,2 million, 2 millions. Là, la personne, elle baisse la tête, elle regarde, elle lève la tête, elle baisse. Ouais, c'est vrai que j'ai de l'argent pour moi. Tout est gros en agriculture. Tu sais, des gros tracteurs, grosses batteuses, des gros silos, mais à un moment donné, il ne faut pas perdre de vue que des grosses valeurs. Là. Oui, 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 c'est vrai, ça. Puis les marges sont minces. Là. Dans ton autre podcast, tu parlais de 5 là. Oui, oui, la règle de 5 5 ouais. Tu sais, si tu travailles fort toute l'année pour avoir des excellents résultats, tu sèmes dans des conditions excellentes, tu vas doser ton engrais genre de la meilleure façon possible. Tu suis la qualité de ton sol pour qu'il soit excellent. Tu t'arranges pour que tu n'aies pas de mauvaises herbes, puis tu essaies de battre dans les meilleures conditions. Puis là, après ça, on met ça dans les silos, puis Tu négliges la ventilation. c'est pourquoi on arrête là. De toute façon, tu arrêtes juste quand tu l'as vendu, puis ton stock est parti de chez vous. Là, c'est fini. Oui, c'est ça. Pas avant. Non. C'est rare que c'est vraiment dans des problèmes majeurs. Mais si tu as un petit problème, puis finalement, tu perds 1%, 2%, ben là, ton 5%, ils font. Là. Oui, pas mal. Tu perds un silo, là, puis c'est 20%, là, ça va mal, ça va te prendre 4 ans. Là. Ouais. C'est pas. Fait que, en prenant des petites actions, puis tu sais, bon, dans mes formations, c'est ça, j'explique, regarde, tu fais ça, ça, ça. C'est pas compliqué, là. C'est juste ça à faire, tu n'auras pas de trouble. Ouais, mais là, ça prend du temps. Ben oui, mais c'est ça. Ça prend du temps, il faut prendre le temps de surveiller ça, mais il n'y arrive à rien. C'est ta police d'assurance. Après ça, si on veut acheter du temps, ben là, on peut mettre des équipements. Puis, la beauté de la chose aussi pour les équipements, ben si on s'en sert comme il faut, ben on peut aussi aller chercher des gains. La ventilation, ben, quand les conditions sont favorables, ben, tu peux sécher ton grain, tu peux l'humidifier. Tu récoltes du soya à 10, mais au lieu de le passer dans les vis 3-4 fois puis tu peux tout le péter, là, ça dans le silo, tu le ventiles, tu le rehumidifies. Après ça, il est un peu plus flexible. Puis après ça, quand tu le transportes, ben, il est moins cassant. Ben, il y a plus d'eau dedans, il est plus pesant. Ton acheteur, tu le livres plus humide, ben, il va être content. Là. Tu sais, il IP, là, quand tu le brasses, il pète. Là, imagine quand il passe dans un crib et à l'usine dans sa charge. C'est la même affaire. Là. Oh oui, ben oui. Là. Si tu livres trop sec, ils n'aiment pas ça. Mais si tu livres plus vite, ils sont contents. Là, tu fais un peu. Tout est beau. Ouais, il y a mieux peut-être leur sécher une petite affaire puis l'avoir à leur goût. Ben, puis tu sais, c'est
c'est un peu pour ça aussi, des fois dans l'IP ou dans le semence, ils vont le préférer, que, même si la limite, c'est, mettons, 14, tu l'amènes à 14,3, 0,5, ben, si tu l'amènes tout à 15, et là, c'est sûr que ça va boire un coup, mais si tu l'amènes juste un petit peu une fois de temps en temps à 15,5, ben, ils vont préférer ça parce que ça fait moins de dommages en arrière. Oui, c'est sûr. C'est bien sûr. C'est ça, fait qu'en utilisant à bon escient, ben, on est capable là, les producteurs sont capables de tirer profit de tout ça, là, bon, faire des gains de séchage, de poids, de grains de qualité, etc. Là. Puis il y avait un autre problème aussi que j'ai remarqué avec le temps. J'avais ce problème-là. Souvent, les silos étaient mal équipés. Soit pas le bon ventilateur pour la quantité de grains ou encore pas assez de sortie d'air sur le toit. Ça, vois-tu, quand ils ont commencé, bon, il y a une subvention des années 80 là, pour les silos, là, pour que les producteurs s'équipent. Là. Puis, ça, c'est ça que j'ai appris ça. J'ai appris ça avec l'agriculture. Fait que, il y a eu vraiment comme je pourrais dire, il y a eu beaucoup de silos qui se sont installés dans ces années-là. Okay. Et à l'époque, on récoltait du grain sec, mettons des céréales. On attendait que ça sèche au champ pour pouvoir avoir le séché. On le mettait dans le silo, puis là, on le ventilait pour le refroidir. On a appris avec le temps que si on le récolte, comme mettons le blé, quand il est plus humide, 16, 17, 18 des fois même, ben oui, il est plus humide, il faut le sécher, mais par contre, il n'y a pas de toxines au champ. Fait que là, ben, si tu fais de la qualité alimentaire, ben là, c'est mieux. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, on récolte du grain plus humide, plus chaud, plus humide. Puis là, des fois, on va le sécher, mais pas au complet, ou on le ventile, on essaie de le ventiler, mais là, ça prend pas les mêmes équipements. Là. Si mon grain est un peu trop humide, il faut que je le ventile, mais il faut que je le ventile comme il faut. Oui, c'est ça. Puissance. Tu sais, c'est un séchoir, là. Il n'y a pas une fan 3 quarts d'HP. Ben c'est 10, 15, 20, 30 HP. Là. Puis, il faut être conséquent avec ce qu'on veut faire. Fait que, si on prend de la semence dans un petit silo, puis mettons du soya de semence, puis je veux le corriger, là, je l'ai récolté à 16, puis je veux le descendre, ben là, ça prend une fan. Là. Ben, c'est sûr. On n'utilise plus les équipements de la même façon. Fait qu'il faut que les équipements s'adaptent à nos besoins. Ben, pour qu'ils s'adaptent, ben, il faut qu'on prenne action et qu'on fasse des changements. Fait que c'est là que à cette heure, puis on peut faire, nos besoins ont changé, puis on peut faire aussi autrement. Écoute, tu as une fan 5 HP axiale ou tu as une 10 HP, c'est 200 pièces de plus, ça ne coûte rien. Là. Non, c'est ça. 2000, 2200, il n'y a aucun problème. C'est la même patente. Là. Fait que de surdimensionner, ça ne coûte rien pantoute, puis ça fait toute la différence dans l'atteinte de tes objectifs. Si c'est humide, tu vas être capable de le corriger. Mais si tu n'as pas de fan, ben, tu n'arriveras à rien. Fait que si tu as un silo de Milton puis tu as une fan inline 5-10 HP, tu n'as pas la bonne patente. Là. Ça prend une centrifuge, une 750 tours, un minimum 10 HP, puis 15, ça ne coûtera pas plus cher. Là. Puis au lieu de prendre 2 semaines à refroidir ton silo, ben, ça va t'en prendre une semaine. Ou 3-4 jours. Des fois, le problème entre 10 et 15 forces, c'est comme dans mon cas, c'était branché sur le 220. C'est ça. Là, ça, c'est un autre problème, en tout cas. Parce que comme la première fois que je t'avais appelé, Mathieu, je ne sais pas si tu t'en souviens, on était au téléphone, puis là, je faisais le tour de mes silos. Hey, check donc telle affaire, check donc telle affaire. Puis je m'étais rendu compte finalement que le silo sur lequel j'avais du blé d'Inde un peu un problème quand j'arrivais pour le vendre à l'été, il y avait le même ventilateur qu'un silo qui contient 2 fois moins de grains. Fait que là, j'ai dit, oh, OK, je pense que là, on a quelque chose. Puis là, en plus, j'avais rien que 5 sorties d'air sur le toit. Puis le trou d'homme, il n'est pas barré, mais il baille au vent. Quand la fan à part, le couvert, il lève. Ouais, là, j'ai dit, attends un peu, là. Il y a 5 sorties, puis lui, le couvert, il lève, plus le tuyau d'élévateur. J'ai dit, l'autre silo, il y a 3 sorties d'air avec la même fan. Oh, je pense que ça ne marche pas, ça, cette affaire-là. Là. Ah, c'est ça. Le test de la porte, là, puis même, il y en a un autre que j'avais entendu, ça faisait du sens. Là, si la porte à lève, ben, clairement, ça ne marche pas. L'air, elle cherche à sortir, puis elle n'est pas capable. Si tu souffles dans une bouteille, là, puis tu as beau souffler, l'air ne sort pas au bout. Tu vas avoir les joues qui vont gonfler, puis c'est tout ce qui va se passer. Ouais, puis comme la porte de trou d'homme, puis le toit, il fait cloum, cloum, cloum parce qu'il gonfle, là, ben là, ça ne marche pas. Là.
Ben, c'est ça. La- la- C'est un des gros problèmes qu'il y avait aussi des silos qui étaient mal équipés. Pas assez de ouais. sortie d'air. Fait que, euh, l'air sort pareil, mais il y a une restriction. Fait que le Ouais. moteur travaille, il essaie de pousser, mais il n'y arrive pas. Le deuxième problème, c'est que l'air, elle va comme tourbillonner dans le toit. Là, ton toit fait un radiateur. Là, si tu as de l'humidité, ben là, l'air, elle touche au toit qui est plus froid, là, ça condense, puis là, ça coule. Fait que là, l'air, au lieu de sortir, l'air chargé d'humidité, au lieu de sortir, ben, elle fait juste virer dans ton toit, puis là, ça coule, puis là, ça fait juste. Ça fait pas une belle job, là. Comme un silo séchoir qui n'a pas assez de sortie. C'est ça. Il y en avait gros là, qui en montait dans les années 80, une grosse fan de T-Force, 4 sorties sur le toit. Ben, je pense que on a appris aussi avec le temps. Ouais. Oui. Les techniques se sont raffinées un peu, fait que on sait un peu plus comment ça marche. On a expérimenté aussi des choses, fait que on sait que ça vaut la peine de prendre action. Bon, c'est pas compliqué, là. Tu remplis ton silo, tu pars ta fan, il y a une pression qui se bâtit au plancher. Tu mesures ta pression, j'ai tant de pouces d'eau. Le fabricant, il a fait une charte, puis il dit, ben, tel silo, ben, pas tel silo, tel ventilateur avec telle pression, c'est en CFM. OK, ouais. C'est sur ta charte, tu as 3 pouces d'eau, puis qui est écrit 8000 CFM. Ben, la règle du pouce, c'est pour un pied carré d'espace, d'ouverture, c'est 1000 CFM. Fait que là, tu checkes ta sortie. Tu tapes la surface qui est ouverte. Si c'est, mettons, c'est des trucs qui sont carrés, là, 12 par 12, ça fait un pied carré. Fait que c'est 1000 CFM. OK. Bon, j'ai 8000 CFM, j'ai 1000 CFM pour la trappe, ben, ça en prend 8. Ça, c'est pas compliqué. Tu as 3 petites affaires à checker. Puis voilà, tu as ta réponse. Ça prend tant de sortie. Là, bon, il y en a qui disent j'ai 10 HP, ça me prend 10 sorties. Non, c'est pas ça pantoute, là. Parce qu'il y a 4 sortes de moteurs, puis les 4 moteurs à 10 HP, mettons, ils pousseront pas le même CFM à la même pression. Ouais, C'est non, pas la c'est même vrai, ça. affaire. Fait que, puis il y en a des fois, tu vois, il y a comme des cheminées, mais ça a à peine 8 pouces de trou, là. 8 pouces ou 12 par 12. 8 pouces ronds ou 12 par 12 carrés, il n'y a pas le même trou. Là. Fait que, Tu parles-tu c'est pas du le petit même. rond qui tourne, là? Non, je ne l'ai pas calculé, mais ça ne doit pas faire grand-chose. C'est décoratif. Ben, ça tourne. Ça tourne. Quand ils vendent, ça tourne. Ça doit faire peur aux mouettes. Mais quand ils vendent, ils vont se cacher. Fait que c'est ça. Fait que, puis quand tu as le bon nombre de CFM, ben, ça fait toute la différence. J'avais un client, il y avait un silo de 100 tonnes, il y avait une fan d'un HP, puis il y avait une prise d'air au toit. Fait que là, il y avait du soya à 17% d'humidité. Il dit, Mathieu, j'ai essayé de le sécher, ça ne marchait pas, j'ai mis un brûleur, ça a pris 2 mois avant de faire quelque chose. Fait que moi, j'ai regardé avec mes affaires. Puis j'ai dit, ben, ça fait du sens. 2 mois, là, avec le débit d'air puis la quantité d'eau que tu essaies de sortir, ben, ça va prendre ça. J'ai dit, là, by the way, fais attention, ben, si tu mets un brûleur, puis que l'air ne circule pas, là, c'est comme si tu avais un croque-pot que tu mettais sur le feu. Là, et que tu mets de la chaleur, puis l'air, elle sort pas vraiment. Tu es en train de chauffer comme une cocotte minute avec ton silo et ton soya. C'est pas la bonne affaire. Fait que, Un presto. Exactement, c'est ça. Fait que c'est pas l'idéal. Le brûleur, il faut vraiment bien s'en servir, puis c'est pas magique, là, il y a une façon de faire, là, fait que, mais plus souvent qu'autrement, je vois que les gens, ils s'en servent pas comme il faut, fait qu'ils peuvent se nuire plus que d'autres choses. Fait que c'est ça, à faire attention. Par contre, l'année d'après, le même producteur, on a mis une fan axiale 7 HP, il a mis 8 prises d'air au toit. Là, quand tu montes en l'air, il fait tempête. Là. Oui. Là, il n'y a plus de trouble, c'est fini. Il récolte, il met ça dedans, puis après une couple de jours, c'est sèche, puis c'est tout, c'est fini. À tous les années, il se fait donner des contrats de semences un peu plus. Yeah. Lui, il est équipé pour veiller d'or. Yes. Donc, comme moi, ça, j'ai mis un brûleur basse température sur un silo, justement. Fait que je mets ma semence dedans, puis je le conditionne dans le silo. Je ne le passe pas dans un. Fait qu'il y a moins de risque de contamination en le passant pas au séchoir, par exemple. Mais Ouais. c'est ça, c'est justement la fan 7 HP que j'avais récupéré d'un silo qui n'était pas assez grosse, mais là, je l'ai mis sur un silo 21 pieds, 5 sections. Là, il vente. Là, il vente. Là, il fait mauvais. Fait que, puis quand
ça. Quand tu as le bon équipement, tu as des résultats, puis c'est le fun. Là, quand il ne se passe rien, puis là, tu te grattes la tête, puis finalement, tu ne réussis pas à baisser ton humidité. Le client, il a veut. Tu le livres, trop humide, ben finalement, il retourne le voyage. C'est pas payant, là, ça donne c'est pas le fun. Là. Non, c'est ça. Bon, fait que, regarde, Mathieu, ça fait quasiment 1 heure qu'on roule, là. T'avais-tu d'autres choses à rajouter, toi? Tous ceux qui ont pas qui ont des problèmes. Ceux qui ont des problèmes, appelez-nous, on a des solutions. Si vous avez des problèmes, il n'y a pas de raison d'être. Fait qu'on est en 2021, là. Si vous avez des troubles, c'est parce qu'il y a des petites choses à ajuster chez vous. On a tout pour vous aider. Fait qu'appelez-nous. Ceux qui veulent aller plus loin, on est là pour ça. Ceux qui ont des projets, que ce soit un producteur, un centre de grains, un regroupement, nous autres, on participe beaucoup aussi là, tout ce qu'on veut, c'est aider l'industrie des grains à aller au prochain niveau. Fait on aide les producteurs, mais on est là aussi pour aider l'industrie au grand complet. On est un partenaire, on n'est pas un fournisseur de produits, de services, on est un partenaire. On travaille à avoir des relations très proches avec les producteurs, comme toi, puis oui. clients. Puis c'est ça, ce qu'on veut, c'est que nos clients aient du succès. J'ai travaillé pour un gars, puis c'est ça qu'il disait. Il dit, moi, mon seul objectif, là, c'est que mon client fasse bien de l'argent. Comme ça, j'ai des chances qu'il m'appelle l'année prochaine pour d'autres projets. Si tu vas sur l'autre sens, ça ne marche pas. Là. C'est rien que de même qu'on peut aller plus loin dans la vie. Si toi, tu vas plus loin, là, OK, tu vas peut-être acheter un autre terre, construire un autre silo, faire d'autres choses, puis là, regarde, on continue, on t'aide, on t'accompagne. Puis, si on t'aide pas, puis l'année d'après, tu as de la misère, puis là, finalement, tu vas à une terre, là, je pense que mon chien est mort, mais si tout le monde travaille dans ce sens-là, on n'ira pas loin au Québec. Ben non, c'est sûr. Agrilogue est là pour supporter les producteurs. On est là pour supporter l'industrie. On amène la technologie d'une façon utile aux gens. On travaille à amener la science sur le terrain. Que ce soit des projets là, des centres de grains, d'automatisation. Dans d'autres créneaux, là, il y a d'autres secteurs aussi qu'on regarde. Là, en agriculture, il y a tout ce qui est le contrôle du bâtiment. OK. Il y a d'autres, la conservation, puis le bâtiment. On parle avec justement des centres collégiaux, là, puis d'autres experts dans d'autres régions qui ont un intérêt puis tout avantage à avoir, d'être capable de surveiller justement des biens consommables qui sont dans un entrepôt. Là, je suis très vague, mais c'est parce qu'il faut que je garde un peu. Faut que tu gardes tes secrets, là. Je vais sortir. Ouais, non, c'est ça, là. Faut que je prenne le temps pour sortir mon lapin au bon moment. Là, Donc là, tu as encore tes deux systèmes Silog, c'est bien sûr. Tu as encore le système économique, le hydrologue, que tu l'as encore. Hygrologue, oui. Excuse-moi. Hygrologue, oui. Oui, dans le fond, tu sais, il y a des producteurs, là, mettons, qui ont juste un silo de 100 tonnes ou deux. C'est une façon, c'est un produit qui est à l'échelle de leurs besoins. Il y a des producteurs, mettons, des producteurs laitiers qui vont faire un peu de maïs pour l'alimenter leur troupeau. Puis il y en a d'autres, ils font comme leur propre tourteau. Là. Fait que, tu récoltes ton soya, tu mets dans le silo, tu le ventiles, tu le descends, tu le passes dans la presse pour extraire l'huile du soya. Juste en le ventilant, le soya, il descend tout seul. Oui. Là, ils peuvent récolter, ils mettent ça dans leur 2 silos, maïs, soya. L'hygrologue, il fait virer les fans quand c'est le temps. Fait que tu viens de sauver tous les frais de séchage. Puis tu t'assures aussi de ta qualité, puis de ne pas l'échapper. Hein. Non. Fait que l'hygrologue, il y a une belle application pour ça. Là. Quand on commence à avoir plusieurs silos, différents types de grains, la gestion devient un peu plus complexe. Puis c'est là que le silog entre en jeu. Ça facilite beaucoup ce travail-là. Puis, veut pas, avec le silog, on est capable d'aller plus loin. Ce qu'avec l'hygrologue, on n'est pas capable de faire. Parce qu'avec le silog, vous parlez de mon expérience un peu. On a toutes les sortes de. Tous les silos sont dedans. On dit, par exemple, dans tel silo 1, par exemple, j'ai du soya. Qu'est-ce que je veux faire avec? Je veux le sécher. Tout de suite, il y a déjà des bases dedans des bases préétablies pour que la fan la tourne au moment opportun.
Si je veux refroidir la masse, toutes les températures, tous les paramètres vont changer. Température, humidité. Si je veux le réchauffer, tout est déjà préprogrammé dedans. Fait que c'est super facile là, à utiliser. Super. Puis si c'est du maïs, les paramètres sont différents. Si c'est de l'orge, c'est d'autres paramètres, du blé ou quoi que ce soit. Tout est convivial sur le téléphone, juste au bout du doigt. En autant que la fan soit, le contacteur magnétique adéquat. soit en position automatique, par exemple. C'est ça qui est un peu beau, là, c'est quand tu as du soya, du maïs, du blé, ben, ça fait comme un carillon. Le matin, la fan pour le soya part, là, plus tard, elle arrête. Après ça, mettons, le maïs va partir. Après ça, le blé va embarquer. Plus tard dans la journée, hop, là, ça va faire comme l'effet inverse. Clou, clou, clou. Fait que c'est vraiment, les plages sont différentes. Fait que le système, c'est pas genre, on part tout ça à 8 heures puis on arrête tout ça à 6 heures. Là. C'est vraiment, c'est vraiment décalé. Puis le système, il est vraiment adapté à chacun des grains, parce que chacun des grains, la physionomie du grain n'est pas pareille. Il y en a qui sont plus huileux, plus farineux, plus d'amidon. Fait que ces paramètres-là physiques du grain font en sorte qu'il ne réagit pas pareil là, aux conditions extérieures. Là. Fait que le système, lui, il est adapté à ça. Là. Oui, puis si vous avez plus que 50 de votre revenu qui vient des grains, bon, ben, vous avez le droit à l'initiative ministérielle. C'est un produit qui rentre très bien là-dedans parce qu'on sauve réellement du temps là, à s'occuper des femmes de silo. Là. C'est vraiment pas négligé. C'est un système qu'il faut avoir. C'est pas dur, là. C'est un must à l'avoir. Là. Fait que, tu sais, on sauve du temps, plus le système travaille 2 fois plus que nous autres. Ouais. Dans le fond, mettons, il y a des choses que tu fais, puis il y a des choses que tu ne pouvais pas faire parce que tu n'avais pas le temps, mais là, la machine en plus, elle le fait. Fait que dans le fond, tu sais, peut-être toi, ça te prenait, mettons, 5 semaines sécher ton grain, là, la machine, elle le fait en 2 semaines. Parce qu'elle va chercher tous les modèles, les meilleurs moments. Là. Elle n'ira pas chercher de l'humidité ou ce que toi, merde, j'ai oublié d'arrêter à la fan. Ah, ben c'est ça. Fait que tu avances, puis là, tu avances pendant 4 heures, puis tu recules pendant 2 heures. Ouais. Après ça, tu avances pendant 3 heures, tu recules pendant 4 heures. Là, ça avance plus. Là. Exactement. Puis Donc, ceux te qui rejoindre ont. agrilog.ca. Agrilog.ca pour ceux qui veulent voir un peu ce qu'on fait. En haut à droite, là, il y a un bouton pour s'inscrire sur la plateforme. Là, fait qu'il est écrit se connecter, mais quand tu cliques sur se connecter, si tu n'as pas de compte, il va t'écrire genre s'inscrire. Fait que les gens peuvent s'inscrire là. Puis pour ceux qui ont des projets d'innovation puis qui veulent en discuter, ben moi je suis ouvert à ça. J'ai fait quand même un cours en ingénierie, informatique, électronique. Fait que, les technologies, je me suis beaucoup renseigné aussi là-dessus. Puis j'ai fait aussi des cours d'entrepreneuriat dans le cadre de mon cours. Hors programme, là, je faisais ça sur le site. Puis j'ai fait aussi, là, je termine une maîtrise en gestion d'innovation. Fait qu'il y a plein d'outils qui sont à notre disponibilité. Il n'y a rien, tu sais, maîtrise, moi je pensais que c'était bien difficile, finalement, c'est super simple. Là, c'est juste que genre, tu vas chercher des outils. Maîtrise ne rime pas avec complexité, hein, mais ingéniosité. Ingéniosité. Wow. Fait que, il y a plein d'outils pour des façons de penser qui nous permettent de voir les choses d'un angle différent. La maîtrise en gestion de l'innovation, ben, c'est le but de cette maîtrise-là, quand ça a été mis en place, c'était de donner des outils aux gens pour qu'ils soient capables d'amener des entreprises à un autre niveau, dans le sens de trouver des façons de se démarquer et d'être plus compétitifs. Il y a plusieurs façons là, de rendre une compagnie compétitive. Il n'y a pas juste le produit, mais il y a aussi ta relation avec ta clientèle, ta relation avec tes partenaires, la logistique. Il y a vraiment un paquet de choses. Fait que les gens qui ont de l'intérêt pour ça, là, je suis ouvert aussi là, pour avoir ce genre de discussion-là. Bon, ben, c'est Tigidou. Bon, ben, Mathieu, je te dis un gros merci de t'être prêté au jeu. Merci, Christian. De mon podcast. Félicitations pour tes podcasts. En tout cas, à date, là, c'est bien intéressant. Puis, Merci beaucoup. j'étais un peu stressé. Là. Je l'ai écouté un l'autre jour, puis je trouvais que, mon Dieu, c'est vraiment professionnel. Puis là, ça rêve à la hauteur. Arrête. Non, mais c'est vraiment une belle émission. Puis, félicitations. Ben, merci beaucoup. Je vais continuer à écouter
tes podcasts avec intérêt. Tigidou. Hey, c'est bien parfait. Bon, ben, un gros merci, puis à la prochaine, tout le monde. Salut!